Du coup, je vous propose qu'on démarre. Je suis ravie de vous recevoir sur ordinateur ce soir pour faire un point sur ce que sont les INM, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en décalage. Donc, vous avez à l'écran un QR code, dans la barre de messages, le lien pour pouvoir vous connecter au WooClap qui va être donné enfin, qui va nous permettre d'interagir avec vous tout au long de ce webinaire. Sachant que c'est important pour nous d'avoir des réponses et que vous collaboriez avec nous à travers ce webinaire. Alors, allons-y. Joie aujourd'hui de travailler et de vous présenter ce webinaire avec le docteur Wagner et avec Rémi Urdiel. Et pour démarrer, pendant que tout est encore tout frais dans vos esprits, j'aimerais, si c'est possible, si ça vous vient, que vous notiez, quand on vous dit INM ou intervention non médicamenteuse, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit spontanément? À quoi ça vous fait penser, intervention non médicamenteuse? Ah bah, je vois que ça vous inspire à fond. Non, mais il y a juste un problème, c'est qu'il faut qu'on s'inscrive a priori. Ah, l'inscription qui ne fonctionne pas? Et créer un compte. Il faut créer un compte a priori. Normalement, alors je vais revenir sur avec le téléphone, juste si vous prenez Ouais, voilà, c'est ce que j'ai fait, mais après, quand je mets le code BKMUIF, ça marche pas. normalement, il vous envoie direct. Attendez. Je vais faire avec vous en direct. Hop, j'avais vérifié que ça fonctionnait. Pour les aléatoires. Rejoindre BKM. Ah. Alors moi, je l'ai en direct. Peut-être parce que vous avez enfin, peut-être si vous n'avez jamais participé à un WooClap, Ah, voilà. il faut peut-être un tout petit peu plus de temps. Mais on va tester. Hein. Voilà. Si moi, j'envoie ça, vous voyez, hop, ça fonctionne. Bon, c'est pas grave, moi je sais ce que c'est. C'est pas grave. J'espère que ça fonctionnera un petit peu mieux pour la suite. Dans tous les cas, on va avancer sur notre présentation. L'intérêt, c'est pas spécial. Enfin, voilà. Si les choses vous viennent, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je dis pas que je les traiterai en direct, mais au moins, je pourrais aller regarder un peu plus loin. Alors, c'est un temps un petit peu descendant, hein, parce que on aura, enfin voilà, on est en fin de journée. L'idée, c'est de vous informer. On aura l'occasion de revenir vers vous quand le projet sera enfin le projet dont on va parler un peu tout à l'heure sera un peu plus avancé et à ce moment-là, on aura un peu plus d'interaction et certainement même il y aura une proposition de se rencontrer physiquement. Alors, je suis désolée pour les coupures. Je suis un peu déçue que mon WooClap ne fonctionne pas en direct, donc ça me perturbe un peu. Donc, je vous excuserez mes interruptions. Donc, ce webinaire a pour visée de présenter les interventions non médicamenteuses dans la mesure où, avec Rémi Urdiel et le docteur Wagner, nous collaborons sur l'étude de la possibilité de la mise en place d'un DU sur cette thématique dans les applications en oncologie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les INM? Bien, ce sont, comme l'acronyme le spécifie, hein, des interventions non médicamenteuses. Pour les recherches que j'ai pu faire, l'HAS spécifie, elle, des pratiques thérapeutiques non médicamenteuses. Elles peuvent être prescrites seules ou en association à un traitement médicamenteux. Et on était à un moment donné dans l'idée de promouvoir une conception plus globale de la notion de traitement dans laquelle les prises en charge les médicamenteuses et non médicamenteuses apparaissent comme complémentaires dans un objectif curatif ou préventif, comme vous pouvez le voir à l'écran.
Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que c'est? Là, on est dans le large, on va aller voir un peu plus, de façon un peu plus précise ce que c'est, mais surtout ce que ce n'est pas. Une intervention non médicamenteuse, ce n'est pas une médecine alternative et ce ne sont pas non plus des pratiques socioculturelles. L'œuf de Pâques qui guérit la fièvre de ma grand-mère n'a jamais, même si ça fonctionne très bien au sein de ma famille, n'est pas considéré comme une INM. Alors, je vous ai évoqué le fait que l'HAS déjà a intégré cette notion, que nous étions dans une étude de DU sur cette thématique. Si le WUCLA fonctionne, l'idée serait de savoir si vous pensez qu'un diplôme universitaire sur cette thématique pourrait sécuriser les parcours de soins des patients. Alors, j'essaie de le faire marcher. Je suis désolé, mais sur mon téléphone, je n'arrive même pas à avoir le Il ne clavier fonctionne quand je pas. fais. Ouais, moi non plus. Moi, Ouais. j'arrive pas non plus. Mais on peut le faire par le chat? Ouais, on va le faire par le chat, hein. Ou alors, comme on n'est pas trop nombreux, on va peut-être pouvoir laisser la parole un petit peu Caroline, vous en pensez quoi? Oui, De laisser l'agent en parole en live. oui, je pense que Ça finalement, va on va être. devoir revenir à l'ancienne, mais j'aurais pas Ouais. beaucoup de traces. Ouais. Bah, je vous mets oui, allez. C'est gentil. Moi, j'ai mis oui aussi. Je vais mettre mon chat sur le côté parce que sinon, vous allez être embêté avec. Bon, c'est pas. Ah, si, on a quand même des réponses, hein, puisque là, on a 5 personnes quand même qui sont parties. Alors, merci à ceux pour qui ça fonctionne. Ouais, moi, ça marche pas. Le téléphone, ça marche pas. Ouais. Alors, docteur Wagner, si vous voulez bien, juste en quelques lignes, vous présenter, puisque Oui, vous donc êtes parmi nous, et nous expliquer en quoi, justement, puisqu'on a vu que c'était pas Panoramix n'était pas le roi des INM, en quoi c'est une démarche spécifique? alors oui, donc je m'appelle Jean-Philippe Wagner, je suis cancérologue, directeur de l'Institut André Dutrex à Dunkerque et responsable du pôle d'oncologie médicale de la clinique de Flandre. Je suis président d'une association qui s'appelle maintenant Association Santé Intégrative Côte d'Opale Flandre, qui est une ancienne association Les Amis de l'Institut André Dutrex. Dans mon parcours professionnel, en plus d'être cancérologue, je me suis occupé de soins palliatifs très rapidement. Puis à partir de 2005, j'ai coécrit avec notamment le professeur Krakowski et le professeur Colomba de Tours les premiers articles sur les soins de support en oncologie en France. Et donc, à partir de ça fait bientôt 20 ans que je m'intéresse aux soins de support. On va redéfinir tout à l'heure peut-être ce que c'est que les soins de support et la différence entre les soins de support, les INM. Et et petit à petit, je me suis intéressé aux soins de support intégratifs, donc à cette notion de santé intégrative qui est le mariage entre les biomédecines et alors ce qu'on appelait jusqu'à maintenant les médecines alternatives complémentaires, les médecines douces, les médecines parallèles, etc., et qui nécessitent actuellement une clarification à la fois sémiologique et en termes de mots pour parler tous la même chose. Donc en quelques mots, il y a 2 mots-clés absolument à retenir de ce webinaire. Il y a ce qu'on appelle les pratiques non conventionnelles de santé. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, Caroline, c'est Panoramix. Mais Panoramix, ce n'est pas complètement fou parce qu'il utilise du Viscom album, du gui blanc qui est très, très utilisé en cancérologie par beaucoup de personnes. Et moi, je vais prendre cet exemple-là parce que c'est tout à fait très intéressant. Le Viscom album, par exemple, et moi je suis alsacien, ça fait 10 ans que je suis à Dunkerque, mais même à Dunkerque, il y avait un médecin homéopathe que je ne citerai pas, qui utilisait beaucoup le Viscom album. Je ne citerai pas parce qu'il est malheureusement malade à l'heure actuelle. Et ce Viscom album qui est pour la plupart des instances dirigeantes de notre État considéré comme une pratique non conventionnelle de santé,
a fait pourtant l'objet d'énormes études, d'un nombre énorme d'études scientifiques, avec de nombreuses publications sur son utilisation en cancérologie. On sait que il a été étudié chez les rats, les souris. On sait que c'est un immunomodulateur très puissant. Et malheureusement, il n'a pas en France encore le statut ni de médicament, ni de ce qu'on appelle une intervention non médicamenteuse. Alors, quelle est la différence entre une pratique non conventionnelle de santé et une intervention non médicamenteuse? Une intervention non médicamenteuse est une pratique non conventionnelle de santé qui a fait l'objet d'études scientifiques et qui est reconnue par une société savante, ou d'autres instances, par la Haute Autorité de Santé, par l'ANSM, etc., donc par les autorités de santé françaises, comme une pratique prouvée, éprouvée sur le plan scientifique et qui peut donc être recommandée. Donc, 2 mots-clés, pratique non conventionnelle de santé. J'en prends une autre pour bien expliquer, l'urinothérapie. L'urinothérapie fait partie des PNCS, des pratiques non conventionnelles de santé. Il y en a 450 qui ont été recensées par l'Europe et par la France. Il n'y a aucune preuve scientifique de son efficacité. Le Viscom album, utilisé depuis les druides et bien avant, on sait que c'est un immunomodulateur. C'est considéré en France encore comme une pratique non conventionnelle de santé. Ce n'est pas encore une intervention non médicamenteuse, mais par contre, l'activité physique adaptée, avec un grand représentant de l'ULCO dans ce webinaire, est une PNCS qui est devenue une intervention non médicamenteuse reconnue par tous maintenant et qui n'attend maintenant plus qu'un remboursement de l'assurance maladie, qu'on espère arriver bientôt. Donc, en clair, hein, quand on regarde un peu la slide qui est là, donc c'est une démarche bien spécifique et qui a besoin, pour être déclarée efficace, que son efficacité soit prouvée par des indicateurs de santé objectifs perçus par les patients tout en indiquant ses risques. Donc, on est d'accord que c'est quelque chose qui est étudié, Dr Wagner, et qui est comme un médicament, en fait, sur laquelle il y a une étude les preuves sont amenées pour qu'elles puissent voilà. être répertoriées. Bon, probablement que dans les années à venir, avec toutes les sociétés savantes qui sont en train de se développer en France, notamment la société savante du professeur Grégory Nino, nous en cancérologie, on a créé la société francophone d'oncologie intégrative. On va en fait donner des espèces d'autorisation de mise sur le marché comme si c'était un médicament pour des preuves, des PNCS, qui vont donc devenir des interventions non médicamenteuses, avec les objectifs de cette INM, comment on la délivre, à quelle dose, à quel moment, et surtout avec quel professionnel de santé. Et c'est là que, à mon avis, le DU va avoir toute sa place, parce que ça va permettre de faire le tri entre ce qui existe et ce qui est recommandé, et surtout, c'est dans le cadre du parcours de soins et du patient, le parcours santé-patient, de savoir à quel moment, pour quel patient et quel INM on va proposer. Alors, on a ce petit tableau qui regroupe les INM. C'est intéressant, Dr Wagner, si vous en êtes d'accord, de nous expliquer un petit de façon un peu plus approfondie, mais surtout de pouvoir remarquer que certains mots qu'on connaît avec des spécificités justement qui peuvent. Alors souvent j'aime bien moi prendre lithothérapie parce que voilà, la lithothérapie, ça peut très bien être la bague que j'ai là. Enfin, en tout cas, c'est le nom qui m'a donné, mais ça ne fait pas de ma bague une INM non plus. Tout à fait. Donc ça, c'est un tableau qui est issu du travail du professeur Grégory Nino. Professeur Nino, c'est un docteur en STAPS, donc en activité physique adaptée, qui est non professeur de médecine, en tout cas la faculté de médecine de Montpellier, et qui travaille depuis de nombreuses années dans ce domaine-là. Il a notamment écrit son dernier livre, s'appelle « Les 100 interventions non médicamenteuses reconnues par la science ». Et il part toujours sur ces 5 catégories. Donc, vous avez les interventions psychologiques de santé, physiques de santé, nutritionnelles, numériques et les autres. Toujours dans l'idée aussi, alors les Américains vont plus faire des classements sur une INM corporelle qui va avoir un impact sur le physique, sur le mental ou le spirituel. C'est une autre manière de classer les INM.
Donc là, c'est la classification française qui fait maintenant office de recommandation au niveau de la Haute Autorité de santé. Et puis, vous retrouvez effectivement la lithothérapie. Alors, la lithothérapie est reconnue comme une INM, ce qui peut être un peu paradoxal parce qu'il n'y a pas énormément d'études là-dessus. Et puis, on ne comprend pas non plus très bien comment ça fonctionne. On est dans l'énergétique, que ce qu'une pierre va apporter, quel chakra ça va ouvrir, pourquoi ça va agir, est-ce que c'est un champ magnétique, est-ce que c'est un champ électrique, on ne sait pas trop. Mais voilà, il y a des études qui ont montré l'efficacité dans certaines indications, pas en cancérologie, mais dans certaines indications, comme quoi ça peut aider les patients. Et donc, si on prend les choses un peu étranges qui sont écrites là-dessus, l'orthithérapie, c'est le jardinage, hein. C'est le jardinage thérapeutique. Alors, thérapie par les jeux vidéo, objets connectés, par exemple, à la clinique, on a un système de réalité virtuelle qui permet de calmer les gens, de diminuer leurs symptômes, notamment les nausées, les vomissements, leur anxiété pendant la chimiothérapie. On peut faire des jeux de rôle avec la thérapie par les jeux vidéo. Et puis, la phytothérapie, c'est un peu plus connu. C'est l'utilisation des plantes à dosage pondéral par rapport à l'homéopathie, par exemple. Mais encore une fois, il y a 450 pratiques non conventionnelles de santé. Et actuellement, on arrive à entre 100 et 150 interventions non médicamenteuses reconnues par la science. Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre, justement, c'est que, par exemple, sur cet aspect phytothérapie, c'est vraiment très spécifique. C'est-à-dire, cette plante-là, dans cette pathologie-là. C'est-à-dire qu'une plante peut être reconnue enfin, voilà, comme une INM, mais vraiment en lien avec une pathologie et pas du tout, enfin, pas du tout sur les autres, pas spécifiquement sur Bien sûr. d'autres. Ça en fait pas une généralité. Cette plante-là est reconnue, mais c'est sur une pathologie. Exactement. Je prends juste un exemple de phytothérapie parce que c'est une étude auquel nous participons actuellement à la clinique donc dans la région Nord. C'est une étude clinique qui est partie du Centre de lutte contre le cancer de Rouen. C'est l'étude du ginseng américain dans la fatigue, la récupération de la fatigue post-chimio et post-radiothérapie chez les femmes qui ont un cancer du sein. Donc, cette étude, si elle est positive, va donner en fait une indication du ginseng dans ce cas particulier. Donc, on saura que ça fonctionne chez la femme avec un cancer du sein qui vient de sortir de chimio et de radiothérapie, mais est-ce que ça fonctionne par exemple chez quelqu'un qui est déprimé ou chez quelqu'un qui a une autre pathologie? Ça, on n'en sait rien. Donc, c'est bien pathologie par pathologie qu'il va falloir, et INM par INM, qu'il va falloir avoir des preuves d'efficacité. Je prends l'hypericum perforatum, qui, pour les phytothérapeutes qui sont présents, hein, c'est millepertuis. Le millepertuis, il a plein d'indications quand on regarde tout ce que, et Carole pourra mieux nous le dire que moi, mais vous avez énormément d'indications du millepertuis. Il y en a certaines qui sont recommandées, qui ont fait l'objet d'études, mais par exemple, on apprendra dans le DU que les cancérologues, c'est à peu près la seule plante de phytothérapie qu'ils connaissent, enfin, ceux qui ne s'intéressent pas au sujet, parce que c'est marqué partout, attention, risque de toxicité augmentée si on donne du millepertuis avec certains produits de chimiothérapie, ou à l'inverse, diminution de l'efficacité. Donc, ce n'est pas parce c'est une médecine douce, entre guillemets, qu'il n'y a pas de risque potentiel. Il y a eu un scandale il y a une bonne dizaine d'années maintenant aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on utilisait un champignon chinois pour le traitement des patients qui ont des cancers, sauf qu'il y avait deux champignons qui avaient à peu près le même nom, et comme les Américains ne parlent pas le chinois, ils se sont mélangés, ils ont confondu les deux champignons, et ça a fait des morts. Donc, Donc, on entend bien. faut faire très attention à ça. Et on entend bien que ça va être important pour les acteurs de l'accompagnement ou du soin d'être formés vraiment à ces spécificités, enfin à la connaissance de ces spécificités. L'idée, c'est effectivement de se dire, voilà, chaque INM a sa spécificité, et là, on est vraiment dans la médecine personnalisée, prédictive, de précision. C'est-à-dire qu'une INM va fonctionner chez un patient, pas chez l'autre. Une INM va fonctionner dans une indication, pas chez l'autre.
Et puis ensuite, il faudra… et l'idée du DU, c'est de faire… de former des gens qui seront capables de coordonner des parcours de soins intégratifs. C'est ça Alors, l'idée. du coup, si ça fonctionne, dans tous les cas, la question étant, j'aurais aimé savoir, moi, si vous recommandez déjà dans vos accompagnements ou auprès de vos patients, pour ceux qui sont qui ont des métiers un peu plus spécifiques, est-ce que vous recommandez déjà des INM? C'est chouette d'avoir un 100% sur 2 personnes. On s'est dit, du coup, on va avancer. En tout cas, merci beaucoup. Et je vous dis, c'est pour ceux qui ont le chat, n'hésitez pas à mettre des réponses pour apporter de l'eau à mon moulin. Donc, docteur Wagner, sans aller aussi loin, donc on voit, c'est particulier, c'est étudié et ça concerne une pathologie, en tout cas pour chaque INM. Est-ce que vous pouvez nous parler des applications justement sur le champ de l'oncologie? Alors oui, effectivement, déjà, on a posé, quand on a préparé, je voulais poser la question aux personnes présentes lors de ce webinaire. Est-ce que vous saviez que certaines INM en cancérologie permettent de réduire les risques de récidive jusqu'à 50%? Il y a maintenant effectivement plein d'études qui démontrent que certaines INM, donc encore une fois des interventions non médicamenteuses, réduisent les risques de rechute. Par exemple, dans le cancer du sein, c'est des études des années 90 qui démontrent que le simple accompagnement en groupe de patientes atteintes de cancer du sein. Alors, il y a eu 2 groupes, un cancer du sein précoce en traitement préventif et accompagnement préventif, et des femmes cancer du sein Les métastatique. traitements non médicamenteux. Les interventions non médicamenteuses, oui, permettaient en fait de réduire de 50% le risque de rechute. Donc, vous voyez que là, c'est une intervention de l'ordre du psychosocial. Donc, il y a effectivement de plus en plus de données sur ça. Après, Rémi en parlera aussi éventuellement pour l'activité physique adaptée, où là, il y a le plus de preuves scientifiques. Et puis voilà, des applications en oncologie, ben, on en a plein, hein. Il y a ceux qui sont reconnus officiellement par l'AFSOS, Association française de soins oncologiques de support. On va en citer quelques-unes. Il y a la socio-esthétique, il y a la psychologie, il y a l'activité physique adaptée, la diététique, la sociologie, l'accompagnement sociologique. Voilà, donc l'AFSOS a reconnu à peu près une dizaine d'interventions non médicamenteuses donc dans les soins de support. Et puis, il y en a de plus en plus qui sont utilisés par les équipes comme la mienne ici à Dunkerque, qui sont soit des interventions non médicamenteuses qui commencent à être reconnues par la science, mais pas encore par l'AFSOS, comme l'art-thérapie par exemple, ou alors des PNCS, des pratiques non conventionnelles qui sont en cours de passage en INM, en intervention non médicamenteuse, comme par exemple l'équithérapie, et puis on en parlera avec Rémi tout à l'heure, on est en train de faire des études sur la voile thérapeutique, par exemple. Encore une fois, ça va prendre du temps de démontrer définitivement qu'il y a effectivement une amélioration de la survie par le fait qu'il y a une réduction du risque de récidive. Mais par contre, là, les données sont vraiment très, très importante à l'heure actuelle sur le fait que beaucoup de ces interventions non médicamenteuses améliorent la qualité de vie. Or, si on améliore la qualité de vie des patients, en général, il y a une corrélation avec la réduction du risque de rechute. Si. Donc, du coup, vous citez de façon récurrente les INM, hein. Rémi, on va t'inviter à prendre la parole. Donc, l'activité physique adaptée, c'est quoi, Rémi? Et si tu peux te présenter aussi en quelques mots. Ouais, j'allais commencer de toute façon sans que tu me le dises. Merci de m'accueillir dans ce webinaire. Donc, je suis Rémi Ordial, je suis directeur du département STAPS, Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, qui couvre toute la Côte d'Opale, avec 4 projets phares, on va dire.
la formation des professeurs de PS, les entraîneurs et les coachs sportifs, les gens qui s'occupent de tout l'événementiel et du management du sport d'une manière générale, et c'est là-dessus que je vais m'arrêter plus longuement maintenant, les activités physiques adaptées, c'est-à-dire l'utilisation de l'activité physique dans un bénéfice de santé, dans de la prévention primaire, dans de la prévention secondaire ou tertiaire. Donc, c'est vraiment l'idée d'utiliser l'activité physique comme un moyen thérapeutique non médicamenteux. Et comme l'a rappelé Jean-Philippe il y a quelques minutes, effectivement, il y a énormément d'études, pas que dans le cancer, il y a énormément d'études qui montrent, qui donnent la preuve finalement que ce sont des pratiques bénéfiques pour la santé. Donc, en particulier dans les pathologies chroniques. Donc, voilà, c'est de l'activité physique, c'est pas du sport, c'est-à-dire c'est réapprendre à des personnes qui sont incapables de pratiquer des activités physiques, c'est-à-dire de bouger, c'est de leur réapprendre tranquillement, à leur rythme, à leur niveau, à bouger pour avoir un bénéfice de cette activité sur leur santé. Donc, si alors, je ne sais pas si j'enchaîne sur le cancer plus spécifiquement. Caroline, je ne sais pas. Comment tu veux animer le truc? Vas-y, je t'écoute. En fait, Ok. l'idée, c'était, tu peux effectivement faire le lien puisque le docteur Wagner a commencé à nous en parler, mais principalement, parce que c'est pas que dans le cancer qu'on trouve les APA. Non, tout à fait. En fait, les APA, ça couvre énormément de domaines. Là, comme c'est inscrit à l'écran, le vieillissement, les maladies chroniques, je viens d'en parler. Évidemment, tout ce qui est tous les handicaps qui sont pas forcément que des handicaps physiques, hein, c'est un handicap d'une participation sociale, par exemple. Eh bien, du coup, l'activité physique a vraiment des applications qui sont extrêmement performantes, en fait, au regard d'un certain nombre de choses. Alors, si on regarde maintenant ce qui se passe en cancérologie, alors d'abord, c'est vrai que là, on a un très bon ambassadeur, hein, Jean-Philippe, extrêmement important pour nous d'avoir une collaboration pareille, puisqu'on y croit dur comme fer les uns comme les autres, et qu'on met en place des innovations aussi pour continuer de montrer le bénéfice de l'activité physique sur le cancer. Alors, en fait, on peut différencier deux moments, je dirais, quand on parle de cancer. C'est pendant les traitements du cancer. Déjà, l'activité physique permet de diminuer les effets secondaires. Jean-Philippe l'expliquait tout à l'heure, et ça, c'est extrêmement important. Amélioration du bien-être, amélioration du sommeil, amélioration de l'estime de soi, de l'image corporelle, parce qu'on change grâce à l'activité physique un petit peu aussi. On se remuscle, on se retonifie. C'est extrêmement important, je pense, pour les patients. Et puis, évidemment, les aspects sociaux, parce que quand on est malade, du coup, on a une vie sociale qui est largement diminuée. Et quand on fait de l'activité physique, on retrouve aussi une sociabilité extrêmement importante. Évidemment, de façon détournée, enfin pas de façon détournée, mais de façon plus indirecte, du coup, on réduit la sensation de fatigue, et Dieu sait que les traitements sont très fatigants. Et puis, diminution de l'anxiété aussi, peut-être aussi des risques diminués sur les facteurs de dépression. Augmentation de l'autonomie pour des personnes vieillissantes, c'est extrêmement important. Contrôle du poids, contrôle de la masse corporelle. Et évidemment, des aspects cardio-respiratoires qui sont importants, parce que si, par exemple, on habite rien qu'à un étage, eh bien, savoir monter ses escaliers et garder l'autonomie, c'est extrêmement important. Et donc, voilà. Alors ça, c'est, je dirais, pendant le traitement. Puis après, il y a aussi, évidemment, alors je n'ai pas parlé aussi des modifications favorables hormonales. Ça, je pense que Jean-Philippe sera plus à même, c'est lui qui donne les cours à l'université là-dessus, donc il pourra en dire plus, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de modifications positives. Et après, on retrouve aussi évidemment un bénéfice net après le traitement du cancer, en particulier en évitant, là j'ai certaines études là sous les yeux, 49% de risque de récidive en moins d'un cancer de côlon, 43% de risque de récidive en moins d'un cancer du sein, 57% dans le cas de la prostate. Donc ça, c'est des études scientifiques qui ont moins de 10 ans.
Et donc, on est vraiment dans le bénéfice net à la suite d'un traitement de cancer. Donc, nous, on y croit dur comme fer, on innove. On a fait effectivement un projet qui était super, qui est super d'ailleurs, parce qu'il fonctionne toujours avec de la voile. On est à Dunkerque, on est sur le littoral, et ça nous tenait à cœur de pouvoir faire naviguer des patients et de façon absolument incroyable. Bon, je crois que Carole sera la meilleure ambassadrice pour en parler, mais de façon incroyable, on a remarqué effectivement tout ce que je viens de vous remarquer, tout ce que je viens de vous citer, c'est-à-dire un bénéfice sur le sommeil, une estime de soi qui est augmentée, une vie sociale qui est enrichie, la diminution de la fatigue, et bien sûr, d'un point de vue musculaire et je dirais d'un point de vue de ses capacités physiques au sens large, bien du coup, la voile est super pour ça, parce que c'est doux, mais c'est sollicitant, et c'est sollicitant à petite intensité. Et franchement, tout ça, ça fonctionne très bien. Voilà, donc j'espère que je vous ai convaincu, mais c'est vrai que, l'activité physique est une grosse INM, selon moi, et on ne peut pas être à côté de la réflexion, en tout cas autour des INM, quand on parle de traitement de cancer. Alors, moi, ce que je vous propose, étant donné que le WooClap ne fonctionne pas, c'est déjà que les participants sachent que j'enverrai du coup le questionnaire, et s'ils veulent bien nous en faire un retour, enfin, je l'enverrai par mail s'ils sont d'accord, sous une autre forme. Et peut-être du coup, profiter de ce temps où on n'est pas dans le questionnement pour pouvoir poser quelques questions à Rémi et Urdiel et au docteur Wagner. Est-ce que quelqu'un aurait une question un peu plus précise J'avais dit ce serait très descendant, mais voilà, on change de format, on s'adapte. Alors, si vous levez la main, je ne le vois pas. Oh, hop là. Bah, moi, j'ai une question, Rémi. Le temps que d'autres viennent. Comment, quand on est un peu néophyte, comment dans notre esprit, on peut différencier parce que tu vois, quand on parle en termes de sport, on pense souvent à une pratique sportive, tu vois, comme là, tu parlais de la voile, on peut penser au foot, enfin, tu vois, à une discipline. Et pour moi, dans mon esprit, une activité physique adaptée, tu vois, ça peut être des successions de mouvements. Voilà, comment on fait la différence entre une pratique avec un sport bien défini et puis, ou est-ce qu'il n'y en a pas justement? Est-ce que c'est la même chose? Ouais, ta question, elle est excellente. En fait, il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a l'effet du mouvement. Alors d'abord, je vais commencer par dire en fait que l'activité physique adaptée, c'est encadré par des professionnels de l'activité physique adaptée. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une formation qui va durer aux alentours de 1200 heures spécifiquement là-dessus. Et donc, on s'adresse à des gens en fait qui ont vraiment le souci d'être exactement à la bonne intensité, à la bonne force, à la bonne pratique pour un patient ou quelconque personne ayant un handicap. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut utiliser du mouvement, donc à faire chez soi, etc. Quelque chose d'assez simple qu'on peut faire soi-même. Et ça, donc, il y a une phase d'apprentissage avec un professionnel qui montre comment faire. Mais évidemment, là où on a le plus de liens sociaux, c'est quand même dans des clubs, dans des endroits où il y a des pratiques spécifiques, des pratiques, ce que tu as appelé sport. Et donc, en fait, le but d'un APA, c'est de remettre en mouvement, je le disais tout à l'heure, remettre en mouvement, remettre entre guillemets à niveau, c'est pas un très bon terme, hein, mais du coup, de redonner de la capacité en fait à un patient, de manière à ce qu'il puisse par la suite retrouver, quand il est sorti de son traitement, qu'il est remis, eh bien, du coup, qu'il puisse retrouver une vie normale et une vie sociale normale dont le sport fait partie. Donc, on invite quand même ça de façon permanente. Et c'est vrai que bon, la voile, c'était particulier et ça a été choisi aussi pour je disais, ses intensités, ce côté un peu exceptionnel aussi, et ce fort
ce fort challenge, en fait, mais qui n'a pas d'enjeu en soi. Et on retrouve des forces décuplées dans ces moments-là. Et c'était, voilà. Donc, d'un point de vue psychologique, c'était aussi formidable. Donc voilà, on peut faire les deux, Caroline. On peut faire les deux. D'accord. En tout cas, c'est sûr que de faire les deux, on gagne tout. Et si je peux ajouter quelque chose à ce que tu as dit, Rémi, c'est que ça permet aussi à la personne de retrouver le sport qu'elle faisait avant. Si à je fait. prends mon exemple, je nageais en club et quand j'ai terminé, après la chimiothérapie, quand j'ai terminé la radiothérapie, j'ai cru que j'allais pouvoir repartir au club comme avant. Et là, j'y suis allée à titre individuel et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que, alors moi qui nageais entre 2002 et 2005 par heure, bah là, j'étais au bout d'une heure et quart à 800 mètres et j'ai cru mourir. Et je me suis dit, je suis foutue, j'y arriverai pas. Et s'il n'y avait pas eu le sport adapté, je serais restée là et j'aurais jamais pu reprendre. Et le sport adapté m'a permis ça, moi, en fait. Il m'a permis de faire cette transition et après de revenir au sport que je faisais et de retrouver les mêmes performances. Tout à fait. Merci, Carole. Génial. Y a-t-il une autre question? Parce que alors moi, je suis très curieuse, donc je vais en avoir beaucoup. Docteur Wagner, dites-moi, si on vient à travailler tous ensemble sur ce DU spécifique en oncologie et sur les INM, dans le milieu médical, vous pensez ou vous rencontrez peu de monde qui connaissent, alors pas que les APA, mais les INM, enfin pour qui c'est de l'obscurantisme, c'est flou, on ne propose pas parce qu'on ne sait pas, ou on proposerait bien, mais on proposerait bien n'importe quoi. Est-ce que c'est un peu une réalité aujourd'hui ou... Est-ce que je dois vous répondre en politiquement correct ou pas? Ah bah oui, s'il vous plaît, c'est enregistré. C'est enregistré. Alors, je vais donc répondre politiquement correct. Les patients en cancérologie, il y a des statistiques qui démontrent qu'entre 50 à 70% des patients qui ont un cancer, pendant leur parcours de soins, vont faire appel à des interventions non médicamenteuses ou des pratiques non conventionnelles de santé. Souvent, c'est le boucher du coin qui dit « Tiens, va donc voir le magnétiseur parce qu'il a coupé le feu à ma cousine qui avait un cancer du sein et qui avait cours de radiothérapie et qui avait en cours de radiothérapie était toute rouge. Et donc, la personne va aller chez le coupeur de feu. » Je pense que l'intervention non médicamenteuse, voilà, ce n'est pas encore reconnu. Donc, la pratique non conventionnelle de santé des coupeurs de feu est probablement celle la plus répandue à l'heure actuelle en cancérologie. Des études commencent à montrer son efficacité. On ne sait absolument toujours pas comment ça fonctionne, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Les scientifiques cancérologues, c'est un alors, je ne sais pas si c'est un oxymore ou un pléonasme. Je m'arrêterai là sur le non politiquement correct. Mais les scientifiques cancérologues, ils ont peur. Ils ont peur de partager un peu de leur pouvoir. Je vais m'arrêter là. Je mets 3 petits points de suspension. Après, est-ce qu'on ne peut pas voir ça comme une certaine forme de cadrage aussi Mais c'est parce que c'est pour ça, mais je vais rebondir tout de suite en disant c'est pour ça qu'il faut des DU. Il faut des DU parce que il faut que les scientifiques, les médecins scientifiques apprennent à retourner vers la médecine de bon sens, ce que j'appelle la médecine de bon sens. Certains vont appeler la médecine de grand-mère, vous l'avez dit tout à l'heure, votre grand-mère, elle fait baisser la fièvre avec je ne sais plus trop quoi. Mais voilà. Je pense qu'il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se connaître et je pense que l'intérêt du DU, c'est d'apprendre à se connaître et c'est surtout de mettre des garde-fous. Parce que c'est ça le souci, c'est que je pense que les interventions non médicamenteuses vont être reconnues par le monde scientifique à partir du moment où il va y avoir à nouveau une discussion possible, une interaction possible avec des gens qui auront fait l'effort de se former suffisamment pour pouvoir discuter avec notamment des cancérologues. Je prends toujours l'exemple, on fait un colloque de cancérologie intégrative chaque année à Dunkerque depuis maintenant 4 ans.
j'invite des naturopathes et je peux vous assurer que les naturopathes que j'invite à causer, ils vous alignent un cancérologue sur certains points parce qu'ils ont appris, ils ont fait l'effort d'apprendre des choses que le cancérologue a oubliées. Je parle par exemple du cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, c'est le sucre. On sait très bien que le sucre, c'est pas bon pour le cancer. Mais pourquoi c'est pas bon pour le cancer? Il y a peu de médecins qui peuvent vous expliquer pourquoi. Et souvent, c'est des gens qui viennent d'un autre horizon, qui auront fait l'effort de comprendre que c'est que le cycle de Krebs, de comprendre comment ça fonctionne et d'expliquer pourquoi le sucre est délétère pour le cancer. Et inversement, le cancérologue va apprendre aux praticiens d'intervention non médicamenteuse son jargon. Si le praticien d'intervention non médicamenteuse ne sait pas ce que c'est qu'une immunothérapie, ne sait pas ce que c'est qu'une hormonothérapie, etc., il va raconter des conneries à ses patients. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait ce dialogue constant. Moi, en tant que cancérologue, je vais apprendre aux praticiens d'intervention non médicamenteuse ce que c'est que ma pratique, et inversement. Et c'est ensemble qu'on va grandir au service du patient. Et c'est comme ça que je pense qu'il faut avoir ces lieux de formation et que dans quelques mois ou quelques années, eh bien, il y aura des équipes de santé intégrative dans chaque hôpital ou dans chaque service de cancérologie, mais aussi de diabétologie, de néphrologie, de psychiatrie, etc., parce qu'on se sera rendu compte qu'il y a vraiment, comment dire, une synergie entre les deux. Et c'est ça qu'il faut absolument apprendre aux deux mondes. Il faut que les deux mondes se rencontrent. Et pour moi, un DU comme ça, c'est la possibilité aux deux mondes de pouvoir se rencontrer. Alors, si je puis me permettre, et puis Rémi, j'aimerais bien que, si tu veux bien répondre là-dessus, mais quand j'entends synergie, ok, c'est deux choses qui se rencontrent, mais je me dis au cœur de ça, il y a le patient. Et quand on parle à pas, par exemple, on sait, c'est comme le sport sur ordonnance, voilà, les deux mondes se rencontrent aussi parce qu'ils ont trouvé le moyen de parler la même langue avec cet aspect d'être au service du patient. Oui, bah, évidemment. Alors, c'est des chemins qui sont sur l'activité physique. C'est un chemin qui a été long. Heureusement, il y a des médecins et des praticiens qui sont convaincus depuis longtemps. Ils sont de plus en plus nombreux, ça c'est chouette. Et c'est aussi par le fait qu'il y a beaucoup de publications scientifiques qui sont produites par, en particulier, les stapiens. Et ça participe forcément au dialogue. Ça fait participer tout le monde au dialogue, ça c'est une évidence. D'abord, en fait, aussi parce que dans les protocoles de recherche menés par des stapsiens, on inclut souvent les médecins qui sont impliqués dans la thérapie de la maladie visée ou de la pathologie visée. Et donc, tout ça, ça fait discuter. Ça fait discuter les gens. Voilà. Donc, mais ça a été long. C'est que depuis 2016 qu'on parle de prescription médicale. C'est simplement il y a 6 ans, c'est hier. Et petit à petit, d'année en année, il y a un petit décret qui sort en plus, etc., pour aider à utiliser l'activité physique correctement, de façon thérapeutique, remboursée. Voilà, et il y a des prémices, mais ça met du temps. Et c'est la preuve, pour redire ce que Jean-Philippe disait, c'est la preuve que là, on arrive tous à se causer, en fait. Et Caroline, si je peux préciser une chose, l'image que vous avez donnée tout à l'heure du patient au centre du dispositif, elle est en train de changer. Et au lieu d'avoir on voit souvent sur Internet, sur des diapositives, vous avez le patient, puis vous avez 25 personnes qui tournent autour, comme des satellites qui tournent autour du patient. Cette image-là, il faut l'arrêter. Il faut que le patient il soit dans la ronde autour de sa santé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on la trouve, cette image, sur beaucoup de promotions de la santé intégrative. Hein. Mais il faut la changer aussi, parce qu'il faut que le patient il devienne partenaire et qu'il rentre dans le cercle. Et qu'au centre, il y a la santé, en fait. Et c'est ça qui est quelque chose qui est important.
et on est au service de la santé du patient. Mais le patient, il doit être un acteur parmi tous les acteurs qui tournent autour de cette problématique de santé. Avez-vous une question ou l'un de vous deux, les experts, a-t-il quelque chose à rajouter sur cette thématique qui nous réunit aujourd'hui? C'est la fin de journée, hein. Tout dit pour moi. Je pense qu'on a quand même bien fait le tour. L'idée, c'était d'être informatif. Voilà. Donc, sachez qu'on travaille à l'université, hein, dans l'étude de ce DU. Je vais essayer, du coup, en rédigeant ce truc-là, je vais vous passer les slides de questionnement. Donc, je trouverai un autre format pour avoir un retour de votre part. Voilà, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez toujours envoyer des mails sur l'adresse que vous avez eue pour vous inscrire, ou si vous avez un retour à faire, j'en prendrai connaissance et puis je ferai de mon mieux ou pour mettre en lien ou pour répondre. Un grand merci Rémi d'avoir été présent et d'avoir mis des points sur les i. Docteur Wagner également. C'est une grande chance de vous avoir eu tous les deux. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et en espérant que la prochaine fois, le WooClap fonctionne, j'espère vous retrouver sur un prochain événement du FCU. Merci, À bientôt. Caroline. Merci. Au revoir.